et bienvenue dans Les Masques tombent. Nous accueillerons tous les jours dans cette émission des acteurs de la culture, y compris des milieux associatifs nancéens et métropolitains. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube et sur le podcast de la radio, www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Baptiste Sibertin-Blanc. Bonjour Clarisse. Les Masques tombent sur RCN. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir dans nos locaux. C'est pas la première fois que vous venez. Effectivement, Christophe Chevardet m'avait reçu il y a quelques années, je pense, dans une émission qui a un joli nom, I Feel Good. Aujourd'hui, on va parler un peu de ce que vous faites, un peu vous présenter et savoir la raison... Pour lesquels ou pour laquelle je suis à Nancy. Oui. Alors, en le racontant brièvement, je viens dans le Grand Est depuis presque 30 ans maintenant. Et la première fois, c'était à Vannes-le-Châtel, dans ce petit village où se trouve à l'autre bout du village la Cristallerie Dôme. Et à Vannes-le-Châtel, il y a un centre européen de recherche et de formation au métier du verre. Mmh. Et je suis venu pendant quelques années partager un peu de la méthodologie avec des apprentis verriers, tout en sachant que pour ma part, je viens du monde du design, plutôt du design industriel, avec un parcours auparavant dans le monde de l'ébénisterie. Et donc, je raconte de temps en temps et je dis que j'ai appris à lire le design à travers le bois. Il y a une exposition du verre, le verre dans tous ses états. Une grande exposition à l'abbaye des Prémontrés, qui a été souhaitée par la région Grand Est et le pôle métier d'art. Et voilà, en une année, on a monté un événement passé, présent, futur, avec un S, le verre dans tous ses états, ses éclats. et pour ma part, j'ai travaillé sur la partie vraiment contemporaine, où j'ai proposé d'écrire, de raconter une histoire du verre dans le Grand Est, en lettres de verre. Comment on crée ce genre de projet? Est-ce que vous mettez autour d'une table et on choisit ce genre de thématique ou c'est assez personnel C'est un aboutissement, c'est vraiment une chance, une très belle opportunité que j'ai eue cette année pour monter cette exposition. Parce que finalement, elle résume d'abord plusieurs années à dessiner des objets en verre, un peu dans tous les métiers, pour des grandes marques, pour des petites marques, pour des produits très industriels, des pièces uniques pour des galeries. Et c'est peut-être juste le moment de rappeler que si je suis aussi venu souvent à Nancy, c'est parce que j'étais le directeur de la création de la Cristallerie Dôme pendant 12 ans. Et quand le responsable, Christophe Delavenne, du pôle métier d'art, on s'est revus, on se connaît depuis longtemps, m'a dit oui, année 2022, année internationale du verre, ONU, il faut qu'on fasse quelque chose et tout ça. Et moi, je venais de terminer une belle aventure autour d'un alphabet et de lettres de verre que j'ai créé en résidence au Musevert, dans le département du Nord, et des lettres de verre. Et en fait, des lettres de verre, c'est fait pour écrire. Et pour écrire sans mauvais jeu de mots, pardon, mais en toute transparence. Et donc, en 2022, j'avais envie, je souhaitais écrire en lettres de verre. Alors, ça serait peut-être un peu plus long de raconter le pourquoi du comment de ces lettres de verre, mais en tout cas, et Christophe Delavenne et la région Grand Est ont attrapé ce projet, cette envie d'écrire cette histoire du verre. Et puis, l'exposition a été inaugurée lundi. Lundi à Pont-à-Mousson. Lundi à l'abbaye des Prémontrés à Pont-à-Mousson, dans une belle et grande salle, la salle Saint-Norbert, qui fait presque 200 mètres carrés, qui a été remise à neuf pour cette occasion et dans laquelle j'ai mis beaucoup de morceaux de verre, comme je dis, des beaux, des précieux, des signes qui racontent la région. Vous venez tout droit là de Paris, vous faites des allers-retours de Nancy à Paris et vous avez un studio. Oui. Expliquez-nous un peu. Alors, j'ai un studio de design, comme certains ont un cabinet d'architecte
ou d'autres un bureau d'avocat. Voilà, donc c'est un studio, c'est un lieu où je travaille avec des collaborateurs et un assistant tous les jours. C'est un travail de... je le dis, je le résume aussi souvent comme ça. Je dis que le designer est dans un dialogue, alors que l'artiste est peut-être plutôt dans un monologue. Et que le designer sans dialogue, il fait pas, puisqu'en fait, il crée pour une marque, il crée pour une galerie, pour un événement, pour un client. En l'occurrence, cette année, mon client sur ce projet a été la région Grand Est. Et c'est intéressant de se dire quels objets on va créer pour que cette région et ce client fassent plaisir à ses partenaires, à ses administrés, à ses élus. Et donc, voilà, j'ai considéré en tant que designer ce client comme si c'était une marque et pour laquelle j'allais essayer de créer des objets et des pièces avec évidemment des créateurs verriers de la région Grand Est et avec qui on allait nourrir le vivier de cette région pour qu'elle se reconnaisse peut-être mieux qu'elle n'arrive à le faire jusqu'à maintenant. Comment vous faites pour mettre tout le monde d'accord, pour plaire à tout le monde ? Alors non, là, malheureusement, je crois qu'on ne plaît pas à tout le monde. Oui. Mais là, ça a été j'ai réalisé 18 projets avec 15 acteurs verriers. Du coup, comme je le disais, des créateurs, des écoles, le CIAV, le CERFAV, le lycée Labroise, la cristallerie Baccarat. Et en fait, je suis arrivé avec des esquisses quand on s'est rencontrés. Des esquisses, parce qu'une esquisse, en fait, elle arrive quand on comprend un peu son client, mais on comprend un peu l'artisan, il a tel ou tel savoir-faire, celui qui fait du fusing, ou celui qui fait du néon, ou celui qui souffle, ou celui qui fait de la pâte de verre, on ne va pas faire la même esquisse. Mais je suis arrivé avec ces esquisses, et puis voilà, puis on a discuté un peu autour de ça. Je leur racontais un peu où j'avais où je rêvais d'aller, parce qu'en fait, quand même, c'est un peu un rêve, cette histoire. Et puis on savait qu'on avait peu de temps, que les créateurs verriers avaient un client qui allait acquérir leur œuvre. Et donc, on s'est bien entendu aussi parce que là, je vais effectivement raconter peut-être un tout petit peu ce que c'est que le métier de designer, mais c'est d'être à l'écoute et puis à un moment donné de proposer. Et puis ensuite, en fonction de cette proposition et de qui on a en face, de faire en sorte que ça soit faisable. Et évidemment, chez Dôme, j'ai appris ça, c'est-à-dire j'avais une équipe de 6 ou 7 modeleurs, je leur proposais, je leur demandais de faire des choses, et puis je corrigeais, j'adaptais, j'écoutais aussi le marketing, les problèmes industriels, la direction commerciale. Le design, c'est fait un peu de tout ça. Et donc, plaire à tout le monde, ça serait même... Si, un coucher de soleil plaît à tout le monde. C'est indiscutable. Mais un objet, vous allez regarder telle architecture et moi la regarder aussi, vous allez l'adorer, moi je vais la trouver médiocre, mais on aura tous les deux raison. Enfin, je pense. Eh bien, vous restez avec nous. On continue à en parler juste après Arthur H, la boxeuse amoureuse. 13h, 13h30. Les masques tombent sur RCN. Et bienvenue dans Les Masques tombent. Nous sommes toujours avec Jean-Baptiste Sibertin-Blanc. Nous étions en train de parler de ce merveilleux métier qu'est le design et de ses travaux au sein de la région. Et on était en train de parler du Dôme aussi. Et de ce que vous faites à Nancy des allers-retours à Nancy depuis 30 ans. Vous allez faire un détour aussi à Toul, à la cathédrale de Toul. Oui, j'ai profité de cette journée. C'est un moment important. On a travaillé avec un architecte en chef des monuments historiques sur le projet de réaménagement de tout l'espace liturgique de la cathédrale de Toul pour les 800 ans de la cathédrale. Ça rend humble de mettre un hôtel, un nouvel espace, un nouvel ambon, des sièges.
Et cet ensemble a été dédicacé, c'est le mot laïque pour dire, a été consacré par l'évêque en juillet de cette année. Et là, il restait un élément, en l'occurrence le porte-cierge, qui va être déposé aujourd'hui dans la cathédrale. Et donc voilà, oui, c'est un projet. Et les 12 voiles qui portent la pierre de cet autel sont en verre, sont en pâte de verre, aux couleurs de la nef, réalisé avec un maître verrier, Olivier Juteau, qui est basé en Normandie et qui est sans doute un des seuls à être capable de maîtriser ce travail aujourd'hui. Et voilà, donc c'est un beau clin d'œil d'être avec vous aujourd'hui. Mais c'est un réel plaisir. Vous venez de la région ? Un petit peu. Un petit peu. J'ai un quart messin, du côté de ma grand-mère paternelle. Et vous avez vous avez eu plusieurs casquettes comme professeur. Donc j'ai enseigné 10 ans à l'ENSAD de Nancy. Je viens juste d'arrêter, je fais une pause. L'École nationale supérieure d'art et de design, qui est une des 7 ENS qui dépendent du ministère de la Culture, donc qui est une école importante. Et puis École de Nancy, qui évidemment reflète aussi tout ce qui s'est passé à Nancy à la fin du 19e et au début du 20e. L'école de Nancy, c'était au moins aussi important que ce qui se passait à Barcelone ou à Bruxelles, dans le monde du design, de l'architecture, des objets pour tous. Et voilà, donc effectivement, dans cette école, j'ai animé des ateliers avec les 3e, 4e, 5e années design. J'ai monté un atelier qui s'appelait Glassroom, à travers lequel je faisais découvrir aux étudiants tous les métiers du verre, très industriels, très artisanal, dans le monde de l'art, de l'architecture, de l'artisanat. On allait en Allemagne, à Düsseldorf, où visiter Glasstec, on allait visiter des flottes, des endroits absolument incroyables où on fait le verre plat et qui ont des soucis un petit peu en ce moment avec les coûts de l'énergie. Et donc oui, l'ENSAD, c'était important. J'ai toujours bien aimé partager. Et puis je le fais aussi avec des artisans, parfois. Et vous n'étiez pas seulement à l'ENSAD aussi, vous avez fait la Business School. Et puis à l'ICN Business School, il y a un master qui a été créé il y a maintenant une dizaine d'années, dont on a un petit peu changé le nom, mais le nom c'était Luxe et Design Management. Et donc dans Luxe et Design Management, il y a design. Et donc on m'avait demandé, j'ai coordonné un peu toute la partie design de ce master, avec l'idée que des managers, s'ils n'ont aucune idée de ce que c'est que le design, alors qu'ils vont peut-être parfois devenir chef de produit ou responsable du développement de l'image de marque, donc travailler avec des cabinets de design, des agences de photos, etc. Donc moi, j'avais un peu le rôle de leur parler de design et de leur faire découvrir ce que c'est que ce métier, qui est un métier qui existe depuis quand même très, très, très longtemps, parce que moi, je pense que depuis les débuts de l'humanité, quand nos chers ancêtres faisaient un biface avec un bout de silex, ils faisaient du design. Mais des étudiants en master luxe et design management, voilà, je leur apportais une sensibilité nouvelle. On continue de parler de votre parcours. Vous êtes d'accord ? Oui. Juste après Anne Sylvestre, Les gens qui doutent. 13h, 13h30. Les masques tombent sur RCN. Et c'est un plaisir de recevoir Jean-Baptiste Sibertin dans nos locaux. On était en train de parler de votre parcours professionnel à Nancy en tant que professeur, que designer, d'artisan d'art. Hors antenne, vous m'avez dit que vous avez été éducateur. Mon premier métier, oui. Ouais. Mon premier métier avant de devenir ébéniste. Comment comment ça se fait je suis rentré dans la vie professionnelle comme ça. J'avais envie d'être indépendant. J'avais toujours été proche de l'animation dans différents domaines. Et
Et les 2 premiers métiers qui se sont offerts à moi, c'était ça, éducateur technique dans un CAT dans le monde de la céramique, et puis éducateur avec des jeunes enfants placés dans un foyer. Mais à partir de la céramique, c'est vrai, je me suis orienté vers le bois, et j'ai eu la chance de pouvoir faire une formidable formation à la fin de laquelle j'ai passé un CAP d'ébéniste. Et puis, je vous raconte un peu ma vie, mais bon. C'est le but. Ah bon. Et voilà, j'ai été ébéniste pendant quelques années, 4 ans. J'ai restauré beaucoup de meubles anciens, des beaux meubles, parfois des moins beaux. Et puis un beau-frère qui était architecte m'a dit « Jean-Baptiste, il y a une école de design qui ouvre à Paris, tu devrais essayer de la faire. » Bon, il me connaissait un peu. Et il a été bien inspiré, parce que j'ai eu la chance de rentrer dans cette école, d'en sortir entier, avec une petite remise de peine, parce que j'étais ébéniste, et donc elle a été un petit peu plus courte, 4 ans et demi quand même. C'est une ENS, École nationale supérieure. Et voilà, et puis après Vogue. Vogue la galère. Mais c'est assez impressionnant, parce que avec toutes ces années dans ce métier, vous restez passionné. Ah bah oui, plus que jamais. Même si c'est complexe de dessiner des choses, on se rend pas compte. Peut-être. Mais c'est complexe parce que pour moi, la vraie complexité, c'est qu'on est dans un monde où il y a énormément de choses. Même trop de choses, sans doute. Beaucoup trop de choses. Et donc, est-ce qu'on a le droit d'en ajouter une de plus ? Et si jamais on en ajoute une de plus, qu'est-ce qu'elle apporte dans ce paysage déjà tellement occupé ? Donc, et ces questions-là, on peut pas les évacuer. Enfin, ça me semble extrêmement important de bien les avoir en tête. Et moi, du coup, j'ai pas arrêté de me poser des questions à chaque fois que je dessinais quelque chose. Qu'est-ce que ce nouvel objet apporte dans le paysage, ou apporte aux gens qui vont l'apprécier, le consommer, l'admirer. Et d'ailleurs, ces lettres de verre sont un peu l'aboutissement de cette réflexion, puisque j'ai appelé cet alphabet, il y a 2 ans, j'ai appelé cet alphabet une éclipse de l'objet. Sous-entendu, j'ai dessiné depuis une 30aine d'années beaucoup d'objets, et j'avais un peu envie de prendre du recul, du coup de pas forcément en dessiner encore un de plus. Et on voit bien ce que c'est qu'une éclipse. C'est un halo qui recouvre l'objet convoité, en tout cas, mais autour de ce halo, il se passe beaucoup de choses. Et donc, je pense que je travaille un petit peu, et puis c'est sûrement ce qui va m'animer dans les années qui viennent, dans ce halo. C'est-à-dire, je continuerai peut-être à dessiner un flacon, des fourchettes, ou d'autres luminaires, mais en fait, en travaillant autour de ce halo, il y a beaucoup de choses. Il y a toute une histoire, il y a les gens qui font, il y a tous les sujets qui nous préoccupent aujourd'hui, la rareté de la matière, l'énergie que demande chaque objet fabriqué, et Dieu sait si le verre demande de l'énergie. Donc voilà, tout ça doit s'assembler. Et c'est vrai que le projet qui vient de se finir dans le Grand Est assemble beaucoup de ces choses-là. Le sens des choses, la manière dont on fait les choses, la valeur artistique ou usuelle de cet objet, le matériau évidemment qui était au cœur du sujet, et cette exposition, je crois, en tout cas c'était moi mon vœu le plus cher, c'est que elle prenne en compte toutes ces dimensions, et les artisans, créateurs et créatrices ont bien embarqué avec moi. C'est-à-dire que finalement, dans l'exposition, il y a peu d'objets fonctionnels, mais tous ces objets-là font sens ensemble, par rapport à leur travail, par rapport à la région dans laquelle ils ont choisi de vivre et de travailler. Et moi, je pense que si on met tout ça ensemble, la mission est à peu près accomplie. Pour ce qui est des matériaux, est-ce que vous restez en France, ou dans la région, ou en Italie ? Où est-ce que... Alors, par rapport aux matériaux, je dois dire que certains auraient tendance à penser que je suis maintenant un homme dédié au verre, mais non, j'aime beaucoup d'autres matériaux. J'ai même fait une exposition en Belgique, au musée du verre de Charleroi, où j'ai proposé d'exposer des objets en bois, des objets en métal, des objets en composite.
des objets en verre, puisqu'en fait, j'ai dessiné des... Moi, je crois que ce qui m'intéresse, c'est bien de comprendre un process et la richesse de ce process. Et à dessin, il y a un siège qui vient de sortir chez Henriot et compagnie, qui est une très très belle manufacture, sans doute la plus belle manufacture de sièges basée à Liffol-le-Grand, qui travaille pour l'opéra et pour beaucoup de grands hôtels et palaces dans le monde entier. Et on vient de sortir un siège et qui joue sur la souplesse du matériau bois. Et ce que peu de sièges avaient fait, à part un petit peu dans les années 50-60, à Varalto et quelques autres, Charlims et Reims pour ne pas les nommer, en tout cas jouer sur la souplesse du matériau bois. Et finalement, c'est un siège qui s'appelle Motenasu, mot japonais qui veut dire accueillir et être accueilli. Et c'est un peu comme dans une deuxième peau. On peut bouger dedans, mais sans risquer de le casser ou de l'abîmer. Donc il y a une souplesse. Un dernier mot, on arrive à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez d'autres rêves ? D'autres rêves ? Bah oui, on a toujours des rêves, oui. Mais c'est de faire pas trop de choses, précisément. Il y a une très très belle exposition au Louvre qui s'appelle Les Choses, qu'il faut aller voir. Mais de faire pas trop de choses et de travailler à plusieurs. Voilà. Et là, du coup, précisément, cette exposition, une fois de plus à l'Abbaye des Prés-Montrés, on a travaillé à plusieurs. Et dans ce dialogue, puisqu'en fait, le dernier chapitre de l'exposition s'appelle Dialogue, j'ai écrit Dialogue en lettres de verre, comme j'avais écrit Habile aussi, juste à l'entrée de l'exposition, et puis Fragile aussi, en lettres de verre. Et donc, non, c'est de travailler à plusieurs, de réfléchir à plusieurs. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission que vous retrouvez de 13h à 13h30 du lundi au jeudi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org